De nouveaux circuits de distribution pour répondre aux attentes des consommateurs avec Emmanuel Os, directrice générale de la CEMA-Est. On va un peu reparler d'espace test d'une autre façon. Ludovic Méasson-Damery, vous êtes maraîcher. On va parler, on va dire, de machines de vente automatique avec des produits particuliers dedans. Bon voilà, c'est tout. C'était une espèce d'introduction qui vaut ce qu'elle vaut. Et Stéphane Trauma, la Locobio, je vous laisserai la présenter. Et donc vous, Diana Chac, merci d'être là. Envers Monsieur le maire de Montpellier. Vous analysez le marché bio allemand au sein d'un organisme privé qui ressemble un peu à France Agrimaire. En France, on se compare toujours à l'Allemagne. Voilà. Donc, quelle est la situation? Quel est l'état du marché du bio en Allemagne avec une évolution très forte et très intéressante en 2018? Ok. Bon. Ok. Excusez-moi, mon français ne suffit pas. That's why I speak in English. C'est pour ça que je parle en anglais. Donc vous avez besoin de vos traducteurs. Donc, je viens de l'AMI, c'est l'entreprise d'information sur le marché agricole. C'est une entreprise privée. Donc, on conduit des analyses de marché pour tout le secteur agricole et donc pour l'État aussi. Le ministère de l'Agriculture est parmi nos clients. Donc, on a quelques missions dévolues déléguées par l'État depuis 2009 maintenant, presque 10 ans. Avant, il y avait une entreprise semi-publique qui fait toute la collecte de données qu'on fait maintenant nous. Ce qu'on fait nous est comparable à ce que fait l'agence bio en France. Donc, je vais vous donner un aperçu de ce qui se passe sur le marché bio allemand en ce moment on veut dire 2018, donc avec une perspective vers 2017 et le début. Et vous voyez ici la structure du marché bio. On n'a pas une croissance aussi forte que chez vous, presque 6% l'année dernière. Donc, la plupart de cette croissance vient des supermarchés et les low cost, les supermarchés low cost. Donc, nous voyons que les magasins alimentaires nationaux ont à peu près 30% du marché et leur croissance ralentit. Donc, ils sont confrontés à une concurrence des grandes enseignes. Le taux de croissance de ces petits magasins, les petits magasins ont 10% et leur croissance également a été ralentie vers 5%. Donc 10 milliards d'euros, c'est la taille du marché en 2017, 5,1% du marché global. Donc ce que vous ne voyez pas ici, c'est la restauration collective dont on a parlé toute la journée jusqu'ici. Donc, on n'a pas de données là-dessus. Et donc, une autre raison pour son absence, pour son rôle beaucoup moins important qu'en France, ce qui est dommage parce que son rôle pourrait être beaucoup plus important s'il y avait des initiatives comme on a en France. Hein. Donc, ce qui s'est passé sur le marché bio en Allemagne en 2005, donc les supermarchés ont été très actifs pour élargir leurs sources, les supermarchés low cost, les supermarchés et les drugstores avec une marque distributeur. Et c'est les low cost, les entreprises low cost qui ont pris le relais sur la croissance et ils ont pris beaucoup de produits dans leur référencement. Donc les magasins de produits naturels
ont une croissance un peu plus forte, 3 ou 4% de croissance en ce moment. Mais il faut qu'ils s'assument, il faut qu'ils trouvent leur rôle, leur place. Donc, ils sont confrontés à une concurrence et il faut motiver les clients pour revenir vers eux. Avec un storytelling autour de leurs produits. Donc, les produits d'origine animale présentent le taux de croissance le plus élevé, et surtout en valeur, surtout le lait, les produits laitiers, comme en France. Donc, il y a eu beaucoup de conversions ces 2 dernières années et de nombreuses nouvelles exploitations. Les exploitations laitières, aussi les porcs, les poules pondeuses. Et cette année, l'année dernière, nous avons beaucoup plus de terres agricoles, des hectares supplémentaires pour les cultures. Et c'est souvent un motif de conversion. Donc, une autre raison pour le manque de céréales, avant, c'était le manque d'installation, de transformation. Donc, cette situation s'est améliorée, mais ce n'est pas toujours pas adéquat pour donner une première estimation du marché en 2018. C'est un petit peu, je me fais un peu diseuse de fortune ici. Donc, on a entre 3 et 5% en 2018, mais c'est pas mauvais, c'est pas mal, entre 10,3 et 10,4 milliards d'euros. Et là, c'est pour vous montrer quelques données. Donc, il y a des taux de croissance pour les volumes en vente et les valeurs de vente pour beurre, lait, œufs et les fruits et les légumes ont baissé et c'est toujours à cause de l'approvisionnement. Il y a une mauvaise récolte de légumes en stockage en 2017. Donc, on a vendu moins de légumes dans la première moitié de l'année. Et la même chose, c'est la même est vrai des pommes. Avec les conditions très sèches cette année, dont la situation n'est pas beaucoup meilleure. Donc, les fruits, c'est meilleur, mais les légumes, la situation est toujours assez mauvaise. Donc, c'est un petit aperçu du secteur bio en Allemagne. Et donc, on m'a demandé de parler d'autres formes de distribution qui ont réussi en Allemagne. C'est l'agriculture soutenue par la communauté. Et donc, j'ai vu quelques-unes d'initiatives aujourd'hui. Donc, ce sont des domaines soutenus par la communauté des initiatives agricoles. Et la France est de loin le pays avec le plus de domaines d'agriculture soutenus par la communauté dans le monde. Peut-être il y en a plus aux États-Unis, mais donc de 2000, 3000 exploitations en Allemagne, il n'y a que 200, donc c'est assez nouveau en Allemagne. Donc, il y a une autre relation avec la production des fruits pour la vente de produits bio. Donc, vos clients ici sont prêts à payer des prix un peu plus élevés pour le bio. Et donc, ça, c'est un levier pour vous. Donc, on regarde quelques chiffres ici. Le nombre estimé de consommateurs dans les agricultures soutenues par la communauté par pays en 2016. Donc, vous voyez le niveau très élevé en France, et le niveau nettement moins élevé dans les autres pays. Donc, et la même chose est vraie des boulangeries. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des boulangeries artisanales. Donc,
ce serait une bonne opportunité s'il n'y avait pas assez de ressources financières pour ces petites entreprises artisanales, hein. Ces boulangeries pourraient présenter un plus grand taux de croissance, mais je n'en ai pas trouvé en France. Mais c'est assez général aux États-Unis, en Angleterre. Et donc, c'est un désert. Chez nous, il y a un désert alimentaire. Les gens qui s'occupent vraiment de produire un vrai pain, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y avait. Donc, il y a des entreprises régionales, hein, sociétés limitées en Allemagne. Il y en a 5. 3 sont en cours de constitution. Donc, les citoyens achètent des parts dans ces entreprises et ils peuvent soutenir leur production locale et leur transformation locale. Ça ne vaut pas uniquement pour la production alimentaire, mais c'est pour toute la chaîne alimentaire. Donc, si quelqu'un veut investir dans une installation de stockage ou d'une usine de production de fromage, mais n'a pas assez d'argent, il peut obtenir de l'argent en émettant un business plan pour former ce type d'entreprise et pour développer leur activité entrepreneuriale et pour vendre leurs produits dans la région. Ça marche assez bien. Donc, le commerce en ligne est un enjeu très important. Donc, c'est nouveau comme circuit. Donc, pour l'approvisionnement en alimentaire, ce n'est pas encore très important. J'estime 3% du marché bio en Allemagne. Et donc, on a fait une étude pour recenser toutes les structures à 400 organisations qui font du commerce en ligne. Et aussi, il y a des démarches de vente donc, on a les marchés, les produits secs, la farine, etc., vendus en ligne, Anatura, Amazon. Ça, c'est assez réussi. Et donc, il y a des boissons alcoolisées, essentiellement le vin. Donc, ce sont essentiellement les produits vendus en ligne. Donc, c'est toujours les balbutiements. Ce commerce en ligne, mais c'est un marché du futur, surtout que les supermarchés, parce que les supermarchés et les magasins de produits naturels ne sont pas aussi présents dans le marché bio. Aux États-Unis avec Amazon, mais je reviens un peu en arrière. Pourquoi, selon vous, y a-t-il autant d'AMAP en France et pourquoi y a-t-il autant de clients? 320 000 clients en France, très loin devant l'Allemagne, très loin devant la Suisse. Il y a une spécificité française au bio? Donc ça semble être spécifique à la France, hein. Peut-être que quelqu'un peut répondre à cette question, je ne sais pas. D'allemande, est-ce qu'il y a une spécificité quand vous regardez le marché français, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le bio en France par rapport au bio en Allemagne, par exemple? Donc, une raison, et il y a beaucoup plus, on fait beaucoup plus attention à l'alimentation, les origines des produits, la production locale, et on est très attentif en France à la qualité. En Allemagne, on veut payer moins, on est un peu radin. Donc, c'est pour ça que pour les Français, il y a une tradition, de bonne alimentation et le marché bio a commencé à se développer
Et les taux de croissance sont venus beaucoup plus tard que dans d'autres pays et c'est très réussi maintenant, mais ce développement a démarré plus tard et donc les gens voulaient des produits bio, locaux pendant les années 90. Entre 2000 et 2010, ces gens devaient s'organiser pour les obtenir, trouver le moyen d'avoir des produits locaux. Et vous êtes bien mieux organisés que nous. Donc vous avez des organisations partout dans l'agriculture et ce n'est pas comme en Allemagne. On fait mieux que l'Allemagne. On ne peut que s'en réjouir. Of course, why not? Non, mais pourquoi pas? Vous êtes capable de faire des choses mieux qu'en Allemagne. Stéphane Troma, alors vous aussi, c'est un peu ce que m'évoque l'avant-dernière diapo de Diana, une autre forme de commerce qui appartient en partie à ses destinataires, c'est-à-dire aux consommateurs. C'est la Locobio, c'est un modèle particulier et qui fonctionne comme vous ne l'auriez pas imaginé au début. Oui, bonjour. Je peux peut-être présenter un peu le projet Mais j'y compte bien. Rapidement. Par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui ici, j'ai un peu l'impression que c'est un projet sauvage pour une région sauvage. Oui. On est situé à Chalais, dans le sud du département de la Charente, et qui est un peu une région de confins en fait. On a la Dordogne à 10 km, on a la Charente-Maritime à 10 km, la Gironde est à 15 km. Nous-mêmes, on est en Charente. Il n'y a pas longtemps, il y avait une frontière régionale qui nous séparait de Bordeaux, qui est la grande métropole à laquelle on est connecté. Et d'ailleurs, on a le sentiment qu'avec la réunification de Poitou-Charentes et Aquitaine, il y a quelque chose, on se retrouve un peu plus au cœur d'une dynamique régionale. Mais en tout cas, c'est un endroit très rural où il n'y a pas grand-chose. On avait jusque dans... C'est pas le Cambrésis quand même. Non, je ne connais pas le Cambrésis personnellement. Non, mais c'est une zone très campagne avec une petite ville au milieu de 1200 habitants qui s'appelle Chalais, où on est installé, qui est depuis toujours un lieu fort de marché. Il y a des gens de partout qui viennent vendre leur production sur le marché de Chalais le lundi matin. Et c'est une région où aussi assez rapidement, dès les années 70, il y a des gens qui se sont installés en bio, un peu pionniers. Je pense que ça reste aussi une zone privilégiée d'installation de néo-ruraux parce que le foncier n'est pas cher. Donc il y a tout un tas de gens qui fuient un peu les métropoles, qui viennent s'installer là et qui ont essayé de développer des dynamiques dont on est un peu l'émanation. Il existait depuis une trentaine d'années à Chalais un tout petit magasin bio de 20 mètres carrés qui était sous enseigne Biocoop. C'était vraiment minuscule et ça s'adressait à une toute petite frange de la population. C'était très très militant et assez fermé sur le reste de la population. Et au moment où ce magasin a annoncé sa fermeture pour cause de départ en retraite, on a avec Camille Benaban, qui est la co-gérante de la coopérative aujourd'hui avec moi, décidé de lancer ce projet de la Locobio. On avait envie d'un magasin entièrement bio, mais aussi axé sur des productions les plus locales possibles. Et on avait envie de quelque chose qui fasse participer les gens de ce réseau autour de nous. Donc on a organisé des réunions publiques auxquelles les gens ont très vite répondu. On a eu 60 personnes la première fois. Et puis quand on a signé les statuts de la SIC, il y a 37 personnes qui se sont engagées à nos côtés. Et au fur et à mesure des assemblées générales, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. On est maintenant 50 coopérateurs. Vous m'avez dit 49 au téléphone, il y en a eu une de plus en une semaine. Je ne suis pas très sûr de mon chiffre. Ça doit être 49, vous avez raison. 49. Voilà, c'est un petit magasin qui fait 110 mètres carrés. On a ouvert nos portes en octobre 2016 avec un objectif très très prudent. Et en fait, qu'on a multiplié par 2 dès la première année. Alors, c'est vous installé avec une aide de la région Nouvelle-Aquitaine? Oui, on a été aidé par une aide, une bourse coopérative de la région Aquitaine qui en fait doublait l'apport financier des porteurs de projets. Et c'est à peu près la seule aide publique qu'on ait eue, hormis un accompagnement par
par la personne en charge du développement économique de la communauté de communes. Et sinon, les capitaux sont entièrement privés le magasin appartient à ses coopérateurs. La surface a augmenté. Vous avez complètement changé le magasin. Vous êtes passé de 20 mètres carrés à combien déjà? Alors 100 mètres carrés, un peu plus de 100 mètres carrés. Oui, c'était une volonté quand même de sortir le bio du côté un peu confidentiel qu'il avait jusqu'à présent, où les gens n'osaient pas trop rentrer. Donc on a fait un magasin de centre-bourg qui fait 100 mètres carrés et qui est déjà bien plein, ma foi, qui pourrait peut-être s'agrandir un peu. Et la demande a suivi l'offre. Les clients ont continué à vous suivre. Ils vous suivent tellement que, encore une fois, vous avez, vous vendez jamais autant que vous n'auriez pu imaginer. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que le fait qu'on soit coopératif, c'est déjà un formidable relais de communication pour un magasin comme nous qui n'a pas fait tellement de publicité. Ça change quoi dans le rapport aux clients, le fait d'être coopératif? Est-ce que vous avez un cahier de doléances de la part de vos coopérateurs qui sont aussi vos clients? Est-ce qu'on fait du bio différemment dès lors que les clients sont aussi, pour certains, partenaires? Je pense que ce qu'on a créé, ça n'est pas qu'un lieu de commerce. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est éminemment social. Finalement, en étant installé en centre-ville de ce petit bourg, on devient pas le café du commerce, mais les gens se retrouvent là et viennent avec plaisir faire leurs courses parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer d'autres personnes. C'est la vocation de tous les commerces de proximité. Ouais, sauf que chez nous, il y a en plus du débat, il y a en plus de la discussion autour des produits, il y a du réseautage, de l'échange de services, des choses comme ça. Et puis, nous, on essaie de parler très honnêtement et de manière très transparente à nos clients des produits qu'on leur propose, de la raison pour laquelle on les a choisis, éventuellement des impasses dans lesquelles on se trouve, parce que des fois, on vend des choses qui ne nous plaisent pas tellement, mais les gens les veulent absolument. Donc, il y a tout un tas de débats autour de ça qui fait que, je pense, les gens n'ont pas l'impression d'être juste là pour payer leur panier de courses, mais de participer et de s'approprier en fait ce qu'ils achètent. Alors, je vous signale que c'est dans la politique du groupe Franprix de créer des épiceries de proximité qui sont issues des lieux sociaux, etc., avec la gamme Darwin qui a été inaugurée rue de Montreuil, je crois, à Paris. Le PDG, le patron de Franprix, m'a dit, nous, les Franprix, la clientèle, c'est 200 mètres à gauche, 200 mètres à droite, donc il faut qu'ils passent par là pour discuter, donc on en fait des espèces de discussions. Ils réinventent ce que vous découvrez. Ça vous fait peur, cette concurrence des grands groupes qui se jettent, qui redécouvrent le centre-ville, la proximité, le lien social et le bio? Je ne suis pas certain que Franprix ait spécialement envie de s'intéresser à un village comme le nôtre. Non, mais il y a Leclerc, par contre. Il y a une ville moyenne à côté de 5000 habitants, à une vingtaine de kilomètres, où on entend parler d'un projet de Leclerc bio, qui devrait s'ouvrir. Déjà, Leclerc possède la moitié des terres agricoles qui étaient autrefois dans la ville. Les a recouverts de parkings et de zones commerciales, et maintenant ils vont faire un bio. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. J'ai pas spécialement peur. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir un pouvoir d'achat énorme auprès des producteurs locaux. Vous croyez qu'ils vont fonctionner avec les producteurs locaux? J'en sais rien. C'est ce que dit Michel-Édouard Leclerc. C'est un philanthrope, donc je veux bien le croire. Connaissant nos producteurs locaux, je suis pas sûr qu'ils vendraient très volontiers à Leclerc, en fait. Mais bon, on sait jamais. Il y en a pas mal qui sont assez remontés quand même. Et non, je sais pas. Nous, on va essayer d'être nous-mêmes. Après, je pense que la peur évite pas le danger. Ça sert à rien de paniquer face à la grande distribution. Enfin, nous, on travaille avec quelqu'un. Là, on a commencé à 2 mi-temps et maintenant on est à 3 équivalents temps plein. Donc, on est 3 à travailler en permanence au magasin. Et on a recruté à l'intérieur de la coopérative quelqu'un qui, par plus ou moins par le jeu du destin, s'est retrouvée à travailler à Leclerc pendant 20 ans. Et je vous garantis qu'elle a gagné un peu dans les conditions de travail, quoi. Elle a tenu 20 ans quand même. Non, elle a plus 20 ans, non. Elle a tenu 20 ans. Elle a tenu 20 ans, oui, parce qu'il faut tenir au travail. Surtout chez Leclerc. Oui, surtout chez Leclerc. Mais oui, je pense que Leclerc bio peut avoir un concept de magasin très chouette et développer une très belle ambiance pour peu qu'ils traitent bien leurs salariés.
Sans commentaire. On vous a entendu, madame, attention. Vous aurez le droit à une question tout à l'heure imposée. Ludovic Masson d'Amery, je ne vais pas vous parler de Leclerc, hein, ne vous inquiétez pas. Vous êtes issu de la Drôme. La Drôme est un département très actif sur la question du bio. Je crois que c'est la SAU en bio la plus importante en France, mais je peux me tromper. Vous livrez les entreprises avec des plats préparés, c'est ça, en direct? C'est ça. Donc bonjour à tout le monde et merci à l'agence bio de m'avoir invité. Madame Chac, vous réagissez quand vous voulez, hein. Vous êtes notre grand témoin. Vous prenez le micro quand vous voulez. Vous réagissez quand vous voulez aux propos de chacun. Vous pouvez prendre le micro quand vous voulez. Allez-y. Donc effectivement, avec Claire, ma femme, on a créé fin 2012, début 2013, Croque-Champ, sur l'idée assez simple qu'on ait des producteurs de légumes bio et qu'on les transforme en plats cuisinés pour être vendus sur les lieux de travail dans les entreprises. Donc ça, c'est le point de départ. Le projet de départ, c'est de dire que grâce à ces circuits ultra courts, donc 100% des légumes viennent de chez nous, 95% des fruits viennent de chez nous, parce qu'on est aussi dans une ferme coopérative qui est organisée en SCOP. Donc il y a aussi un producteur de fruits sur la ferme. 80% des autres produits frais, viande, fromage, produits laitiers divers et variés viennent du territoire Drôme-Ardèche. Donc on est vraiment en circuit ultra court. Et le pari de départ, c'est de dire que grâce à ces circuits ultra courts, on arrive à maîtriser nos prix et on arrive à faire du bio, local et pas cher. Il y a vraiment cette idée de projet politique, on peut dire ça comme ça, de rendre accessible au plus grand nombre sur le lieu de travail l'alimentation bio locale, parce que nous-mêmes, avant, comme beaucoup dans le monde du circuit court de la bio, on est des reconvertis, et avant, on travaillait au bureau, et on avait une problématique de bien manger à midi. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et donc, on a monté cette Croque-Champ, et aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, on a mis en place des croque-frigos, c'est-à-dire qu'en fait, dans les entreprises, on dispose des frigos, des vitrines réfrigérées, telles que vous les voyez dans n'importe quel magasin, dans lesquels on dispose 2 fois par semaine des plats cuisinés. Il y a une gamme qui va taboulé, soupe, salade composée, plat végétarien, plat viande, dessert. Voilà, on a une gamme qui tourne chaque semaine, qui change chaque semaine. Et nos clients, qui ont tous un compte client sur notre site web, se servent directement dans ces frigos et enregistrent ce qu'ils prennent via leur compte client. Et donc, ils ouvrent le frigo, ils ferment le frigo simplement via une clé. Donc, c'est un système qui est basé sur la confiance. Le pari étant que si on arrive à fonctionner sur la confiance et que les gens y jouent le jeu, de bien enregistrer ce qu'ils prennent, on peut rester sur des frigos très très simples. Et sinon, s'il fallait qu'on sécurise tout ça et qu'on aille sur des frigos type distributeur automatique, frigo connecté ou que sais-je, forcément, ça coûterait beaucoup plus cher. Et donc, on serait obligé de répercuter ce coût-là sur le prix des produits. Et ce n'est pas notre objectif. Et en pratique, est-ce que cette confiance est là? Est-ce que vous avez de la fraude, vous avez du vol ou de l'oubli? Ouais. Ouais. En pratique, ça marche globalement bien. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas piller les frigos. Ah oui, vous en êtes là, on ne se fait pas piller les frigos. Non, mais les plus... En fait, au départ, quand on a lancé ça, nos clients, les premiers, nous ont dit « Vous êtes complètement malades dans les entreprises. Au bout d'une semaine, il n'y aura plus rien, ça va être le carnage. » Et en fait, non. Mais on a quand même un taux de choses qui ne sont pas déclarées de l'ordre de 10%, voire un petit peu plus. Enquête menée, on s'aperçoit que c'est beaucoup des oublis. Mais bon, au-delà de 10%, ça fait quand même beaucoup d'oublis. On commence à se demander si l'oubli n'est pas un peu volontaire. En tout cas, qu'on fait un peu exprès d'oublier. Je ne sais pas comment il faut dire les choses. Donc là, ça commence à nous poser un problème, effectivement. Mais bon, ça tourne quand même. Et la solution, c'est quoi? Ce serait quoi pour pallier ces oublis? C'est d'avoir un système, vous l'avez dit, ultra sécurisé, pucé, sur Internet, qui vous coûterait très cher. Plus cher que ce que ça vous permettrait de ne plus perdre, c'est ça? Ouais.
La solution, elle est compliquée, ouais, parce que on a on a étudié plusieurs scénarios, le distributeur automatique. On a bossé aussi avec un petit groupe que j'appelle gentiment les geeks, nos petits geeks à nous là, qui ont essayé de fabriquer des solutions low-tech, pas trop chères, locales pour sécuriser le frigo. On est allé voir aussi des entreprises dans la région parisienne. Il y a par exemple une entreprise qui s'appelle Frigo Nu, qui ont développé un frigo tout connecté. Et tout ça, c'est toujours des solutions qui sont extrêmement chères et qui, du coup, nous obligeraient à augmenter nos tarifs. Et c'est vrai que... Ils sont à combien vos tarifs d'ailleurs? Ben, en gros, ça va de 5 à 8 euros. Pour un plat? Ouais. Donc ça veut dire que nous, l'objectif a toujours été de faire manger bio local à moins de 10 euros. Quand on a commencé Croque-Champ, ce n'était pas le même système de frigo, mais on était à 8 euros entrée plat dessert. On a dû revoir ça parce qu'on n'y arrivait pas tout à fait en termes de rentabilité. Mais voilà, c'est vrai que par rapport à notre stratégie depuis un certain temps, qui est d'aller vers cette dématérialisation de la commercialisation, vers l'interface web, vers toujours répondre le plus possible aux attentes des consommateurs qui veulent des choses qui soient rapides, qui soient simples, sans contrainte. Je prends mon plat. Et ça nous interroge un petit peu parce qu'on s'aperçoit qu'en fait toute cette dématérialisation, finalement, contrairement à l'idée en tout cas que nous on avait au départ, que ça allait être simple et que ça allait rien coûter puisqu'il n'y avait personne, en fait ça coûte, c'est des compétences, c'est du temps, c'est tout un tas de problèmes qu'on n'imagine absolument pas au départ, d'attaques sur le site web, de gérer des tickets resto qui sont en train de se dématérialiser. J'en passe et des meilleurs, et c'est vrai que ça nous interroge un petit peu là, en ce moment. La dématérialisation, mine de rien, des tickets resto qui fera qu'on ne pourra plus les cumuler pour acheter tout d'un coup beaucoup de choses. Ça peut, mine de rien, modifier la rentabilité de votre affaire. Complètement. On est en plein dans cette réflexion sur la dématérialisation des titres restaurants. Donc, en gros, les gens, ils créditent un crédit de au moins 30 euros. Ils déposent au moins 30 euros sur leur compte client. Voire 50, il y a une notion d'engagement importante, c'est-à-dire que les gens, en mettant cette somme, ils s'engagent, et vu qu'il y a de l'engagement, on espère qu'ils vont être citoyens et déclarer. Il y a une espèce de contrat à travers cette notion de carte prépayée. Et avec la dématérialisation, qui est limitée à 19 euros par jour, donc déjà, on est coincé à ce niveau-là, puisque notre système d'engagement ne fonctionne plus. Et puis, alors, moi, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais nous, notre paiement se fait en ligne, et aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme de paiement en ligne qui accepte tous les titres resto dématérialisés. C'est-à-dire que techniquement, bientôt, on ne saurait plus encaisser toute une partie de nos clients. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très très techniques, mais qui font que nous, à la base, notre métier, c'est producteur, c'est cuisinier, et plus ça va, et plus on est... Vous faites tout vous-même, hein? La cuisine? Ah oui, tout. C'est dingue. Hein? Vous faites combien de plats par jour, du coup? Combien de plats par jour? Alors, la cuisine, en fait, elle fait ses frigos, mais on est aussi traiteur, c'est-à-dire qu'on fait des buffets, on fait des formules réunions. Donc, c'est un volume global. Dans les frigos, on fait à peu près 250 à 300 repas par semaine. Ah oui, quand même. C'est cher, mesdames, messieurs, des repas, des plats entre 5 et 8 euros, je ne me rends pas compte, moi. Eh bien alors, montez vos prix. Il y a une barrière psychologique, mine de rien, au prix. Il y a vraiment... alors, ce sont nos études à nous, qui n'ont rien de grosses études d'enquête d'opinion, etc. Mais il y a, quand on discute avec nos clients, quand même, la barrière des 10 euros pour manger à midi sur le lieu de travail, c'est vraiment une barrière qui a l'air d'être... Et je pense qu'il y a aussi une différence entre Paris et province, je suis désolé. Je pense que la problématique n'est peut-être pas la même, mais sur nos clients sur la région de Valence, il y a quand même une espèce de plafond à 10 euros, même en bio local, même malgré tout l'attachement que nos clients nous témoignent, qui sera compliqué de dépasser dans tous les cas. Ouais. 10 euros d'après un membre du gouvernement, c'est 200 euros la limite, hein, en France. Donc, sans le vin. Sans le vin. Diana, you want to take the mic? J'avais une question pour vous. Ces frigos sont dans un lieu réservé aux employés ou bien est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont accès? Et puis, est-ce qu'il y a des déchets ensuite? Est-ce que des choses qui ne sont pas hachées qu'il faut jeter?
Donc les frigos sont dans les entreprises, dans les espaces de réfectoire des entreprises. On a des entreprises privées, on a des collectivités publiques, on a des hôtels d'entreprise. Donc c'est quand même, ces frigos sont disposés dans des lieux qui sont passants. Donc effectivement, on prend un certain risque de ce point de vue-là. Il y a quand même le système de clés, mais c'est sûr que si les gens veulent se débrouiller pour avoir une clé via d'autres collègues, il n'y a pas de souci. Et il y a des invendus, effectivement. Il y a un certain nombre de choses. À chaque fois qu'on passe, on récupère des plats qui n'ont pas été vendus. Et là, c'est consommé en interne au niveau de la ferme, parce on est 20 dans la ferme. Et sinon, on avait un partenariat à un moment donné avec les Restaurants du Cœur. Donc il n'y a quasiment rien qui est jeté de ce côté-là. On est quand même assez sensible à la question du gaspillage alimentaire. Merci. Emmanuel, comment on fait à Paris pour faire du bio quand le mètre carré moyen est à 9 700 €, quand le salaire médian est à 2 200 €? Il faut donc plus de 4 mois pour acheter l'équivalent d'un tapis brosse. Comment on fait pour faire du bio, pour faire un commerce alternatif comme celui de Stéphane Troma? Comment on fait? Vous avez une réponse. La ville de Paris, mine de rien, intervient de façon assez originale. Oui, il y avait un petit film. Il y avait un petit film qui expliquait... alors, peut-être un petit mot, bonjour, oui, et s'il vous puis plaît. merci. Déjà, la CEMAEST. La dernière intervenante. La CEMAEST, donc, c'est une société d'économie mixte de la ville de Paris. Donc, c'est le bras armé de la ville de Paris en matière de préservation, de la diversité, de la vitalité, du commerce de proximité et de l'artisanat. J'insiste un petit peu sur le commerce de proximité parce que du coup, ce sur quoi on travaille, ça va être le bio dans le commerce de proximité. Et donc, par exemple, c'est pas Franprix. Vous êtes sûr, hein? Parce qu'ils sont partout. Absolument, et c'est un vrai sujet. Mais c'est pas le nôtre, ou indirectement. Du coup, parmi donc, les outils qu'on a mis en place, donc déjà, il y a l'outil foncier qui est que la ville de Paris nous transfère son droit de préemption pour qu'on puisse préempter les pieds d'immeubles qui sont donc vendus. On les achète à la place de l'acheteur pour y installer ou y réinstaller du commerce ou de l'artisanat. Et évidemment, chemin faisant, on a vu de plus en plus arriver le sujet. Alors j'ai envie de dire, c'est plus l'économie sociale et solidaire ou l'économie circulaire en général, c'est-à-dire c'est pas que le bio, c'est vraiment tout ce qui est responsable écologiquement ou socialement. Et ça, il y a une vraie grande demande des Parisiens, même si effectivement, il y a forcément tout un sujet autour du prix. Et un sujet autour du testeur de commerce que l'on va voir dans le film. Je crois qu'il est prêt. Donc le testeur de commerce, je vous en dirai un mot, mais ça nous permet en fait de donner à tous les porteurs de projets dans le domaine justement du bio ou de l'économie sociale et solidaire la possibilité de tester un projet. On va regarder le film. C'est parti. On est très content de voir que notre idée première et notre projet plaisent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche un local pour s'installer pour de bon dans les prochains mois. Je suis Marion, cofondatrice de Alma Agroalimentan. On a imaginé ce commerce dédié à l'agriculture urbaine et à la végétalisation. Ce sont des produits qui poussent ici, à Paris, dans la ville. Donc il n'y a pas de transport. Ils sont récoltés à maturité. Et au-delà de ça, ce sont des produits qui sont sains parce qu'ils sont cultivés sans pesticides. Après avoir bien pensé le concept avec Alice, la question du local s'est vite posée. Et on ne voulait pas s'engager sur un bail 369 parce qu'on avait besoin de tester notre projet. On a appris que la CEMAEST avait 2 testeurs de commerce dans Paris qui permettaient d'expérimenter nos projets. Et on a postulé pour la période qui est la plus longue, qui est 4 mois, qu'on a eu la chance d'avoir. Donc on a pu investir les lieux du 12 juin jusqu'au 7 octobre. Donc c'était parfait pour nous.
Moi, c'est Philippe, je suis le fondateur de la société La Cigogne, qui est aujourd'hui un groupement d'une 50aine de petits producteurs fermiers avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans. Nous, on avait loué la boutique éphémère de testeur de commerce de la CMAEST en décembre 2016. Donc, on l'avait mis un peu à notre main, à notre image. On avait essayé de vous montrer nos valeurs et puis ça a été le déclencheur de la suite de ce qu'est aujourd'hui notre projet La Cigogne, quoi. Donc ici, au comptoir fermier La Cigogne, vous trouverez uniquement des produits fermiers français. Le passage au testeur de commerce a été vraiment un élément déclencheur pour nous sur le fait d'ouvrir cette boutique. Ça nous a rassurés sur le fait qu'on aimait le métier, sur un délai court, de voir comment se comporte le business, et puis surtout d'en tirer vraiment des conclusions sur ce dont on aura besoin pour nous demain, pour que notre business il soit fructueux. Concrètement, c'est quoi un testeur de commerce? On n'a pas le loyer à payer Si. En fait, c'est une boutique, simplement clé en main. C'est une boutique qu'on peut louer de 15 jours à 4 mois, au prix du marché, donc qui n'est pas rien à Paris, effectivement. Et simplement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de caution, il n'y a pas d'assurance. Enfin, tout ça est prévu. Et du coup, la seule chose, c'est que vous testez votre projet. Et très souvent, effectivement, le testeur, du coup, il est demandé par des personnes qui portent des projets qui sont innovants en termes de production et de consommation. Mais en 3-4 mois, on peut avoir une idée de la viabilité d'un projet? Je pense. En fait, ou c'est un testeur de motivation plutôt? C'est les deux, c'est la même chose en fait. C'est une question de est-ce qu'on a envie de continuer, y compris d'ailleurs si c'est difficile, et y compris si ça ne marche pas. En fait, ça permet juste de prendre le risque sans que ce risque soit insensé et sans qu'il plombe les 10 années prochaines. Parce que très souvent, c'est des personnes, soit c'est des reconversions, soit c'est des personnes qui sont assez jeunes, mais qui se disent « oh là là, c'est quoi un commerce? C'est un bail 369, la caution de mes parents et de mes grands-parents, un prêt de la banque que je n'aurai jamais. » Donc là, l'idée, c'est de voir « ok, j'essaye. Et est-ce que ça me plaît déjà? Et est-ce que ça marche ensuite ?» 50% de personnes s'installent après, c'est ça? Donc les autres font autre chose. Et sur ces 50%, qu'est-ce qu'il en reste au bout de 3 ans? La barrière fatidique des 3 ans, vous avez un recul là-dessus? Alors pour l'instant, les 50% qui ont sauté le pas, d'abord nous disent ce qu'on leur a demandé, que c'est réellement lié au fait qu'ils aient pu tester. C'est-à-dire que sans ça, probablement, par exemple, la Cigogne serait toujours sur Internet. La Cigogne, c'est la plateforme. Donc ça a joué ce rôle de donner la possibilité de faire. Et pour l'instant, ils fonctionnent tous. Mais ils fonctionnent tous. Et ils ont donc choisi une boutique plus classique. Mais très souvent, ils ont pivoté un peu. C'est-à-dire que le test leur a permis de voir aussi ce qui marchait, ce qu'ils aimaient et ce qui ne marchait pas. Stéphane, vous étiez testé, vous êtes lancé directement, vous aviez un passé de commerçant? Pas du tout. Camille comme moi, on venait pas du tout de cet univers-là. On s'est un peu documenté, on s'est un peu préparé, on a fait des stages dans des entreprises un peu similaires. Et je ne sais pas si... ça a l'air très bien, vraiment, ce testeur de projet, mais j'imagine pas, parce qu'une infrastructure de magasin, c'est quand même beaucoup de choses en termes de mobilier, d'équipement, etc. Donc je ne vois pas bien comment l'adapter à mon cas. Nous, on s'est juste jeté dans le bain et on a nagé, en fait. Voilà. Et ça s'est plutôt bien passé, on ne s'est pas noyé, grâce à l'apport des coopérateurs qui nous ont bien soutenus à ce moment-là et qui ont bien évité qu'on parte de travers, quoi. Voilà. La ville de Paris ne fait pas que ça, vous achetez aussi des fonds que vous mettez à disposition. Il y a aussi les boutiques qu'on installe dans les locaux qu'on achète, m'avez-vous dit au téléphone. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit au début, c'est pas des fonds, pardon. C'est des murs. Donc non, donc on n'achète pas les fonds de commerce. Par contre, on préempte les murs, donc les pieds d'immeuble, pour justement installer du commerce indépendant,
beaucoup d'économie sociale et solidaire, et donc beaucoup de circuits courts, et beaucoup de, quand c'est alimentaire, beaucoup de bio, et beaucoup d'artisanat, avec une vraie demande de fabriquer à Paris. Et ça ne heurte pas les susceptibilités commerciales locales. On vous agite pas le code du commerce en vous disant que vous donnez Liberté du commerce et de l'industrie. Voilà. Ça doit être très justifié et très encadré, le droit de préemption, et c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, le droit de préemption qu'a la CMS, c'est pas sur tout Paris. C'est vraiment, à l'origine, c'était en 2004, parce que c'est le maire du 11e qui faisait face à une monoactivité de grossistes textiles, et qui, du coup, a eu l'idée d'imaginer une sorte de convention publique d'aménagement au sein de laquelle la ville allait pouvoir préempter. Donc il faut très justifier par l'intérêt général la possibilité de préempter les murs. Mais ça, je ne sais pas si parmi vous, il y a des élus, mais en général, c'est très encadré. Mais il nous arrive effectivement des fois d'aller devoir nous justifier devant le juge. Madame Schack, il y a des politiques urbaines des villes allemandes de ce type-là pour soutenir le commerce de proximité, le commerce bio? J'en ai pas connaissance en tout cas. Franchement, non. Alors, non, pas pour les commerces. Alors, il y a certains projets, comme vous en avez ici en France, où la municipalité intervient dans les marchés publics. Enfin bon, mais ce genre de situation que vous décrivez, c'est très rare. Enfin, à ma connaissance, il n'y a même pas ça, hein, où des commerces peuvent, en récupérant le droit de préemption. On se rend bien compte, dans une ville aussi dense que Paris, que de toute manière, si on ne régule pas, alors soit par la préemption, mais pas seulement par la préemption, il peut aussi y avoir l'utilisation du PLU. En vrai, le foncier est tel que vous n'aurez que les grandes chaînes. Et donc, une ville qui, à la fin, sera uniformisée. Et donc, peut-être que, c'est pas du tout les mêmes sujets, la désertification et l'uniformisation, c'est évidemment pas les mêmes sujets. Néanmoins, on vient toucher à chaque fois à ce qui nous relie, au fait qu'on est ensemble ou en fait on n'est pas ensemble. Et que ce soit à la campagne, à la ville, il s'agit, et j'étais très sensible à ce que vous disiez sur Leclerc, le commerce c'est plus que du commerce en fait. C'est du bien-être, du lien, de la sécurité, de la santé, parfois même de la joie, n'ayons pas peur des grands mots. Donc, mais si Franprix propose ça aujourd'hui, je me fais l'avocat du diable, pourquoi pas? Où est le problème? Mais pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Franprix propose ça aujourd'hui? C'est ce qu'ils disent en tout cas, voilà, avec leur nouvelle petite cellule. Je sais pas, je sais que le marketing le promet, oui. Mais je pense que votre boucher chéri qui connaît vos goûts, ou votre libraire préféré qui va vous signaler la sortie d'un livre, ça ne sera pas une promesse, il vous en donnera de la joie. Et le commerce en ligne, la restauration à domicile, Deliveroo et compagnie, est-ce que comme Airbnb, ça peut être une menace pour le commerce de proximité, pour tout ce qu'on vient de dire? C'est forcément une menace, si on le voit comme tel, mais ça peut être... De toute manière, c'est une mutation. Donc, de toute manière, c'est à anticiper. Par contre, souvent, ce que j'explique, c'est comme ça. Ça, pour le coup, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas arrêter l'eau qui coule avec les doigts. Ça arrive. Amazon, ces plateformes, elles arrivent. Par contre, on peut peut-être effectivement dériver... Excusez-moi, c'est terrifiant ce que vous dites. On ne peut pas arrêter l'eau qui coule avec des lois. Non, avec les doigts. Avec les doigts. L'eau qui coule avec les doigts. J'ai compris, les lois. Ou ça revient au même en même temps. D'accord, donc c'est déprimant. Pas du tout. Mais si, on ne peut pas arrêter l'eau qui coule. Laissez-moi terminer. Je vous laisse terminer. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est par contre diriger cette eau, justement. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut créer... on peut s'en servir comme levier, on peut imaginer des collaborations. Aujourd'hui, dans le testeur de commerce, une chose qui est très intéressante, c'est qu'on n'installe pas des commerces au sens très traditionnel, on installe de l'économie hybride. C'est-à-dire, il y a la force d'Internet.
Enfin, je veux dire, il n'y a pas les gentils, les méchants, etc. Il peut y avoir juste un vrai mélange de tout ça. Et souvent, les entrepreneurs jeunes vont utiliser le commerce physique pour nouer la relation, pour discuter, pour se faire connaître, etc. Et Internet pour la logistique, pour le service. Il y a par exemple un des commerces qu'on a installé qui est très intéressant à cet égard, c'est TailMe. TailMe, c'est du vêtement à louer pour les femmes enceintes ou pour les enfants en bas âge. C'est-à-dire qu'en vrai, ils ont besoin d'un commerce pour montrer les modèles, etc. Mais vous avez un abonnement sur Internet et vous pouvez changer les vêtements. On a vu ça aussi avec Yumi. Alors Yumi devait venir, je ne sais pas s'il est là, mais Yumi, c'est des jus de légumes. Il est passé par le testeur et ils ont ouvert ensuite. Pareil, c'est dans la boutique physique, il y a le produit, il y a l'échange, il y a la naturopathe qui vient expliquer. Mais sinon, Internet, c'est l'abonnement et le service. Diana. I would see Amazon. Pour moi, Amazon, ce serait quand même le gros danger parce qu'il y a tellement de difficultés associées à la logistique des produits frais. Je crois qu'on a vu qu'il n'y a qu'une ville où Amazon livre des produits frais, c'est Munich en Allemagne, et dans les autres villes, ça ne marche pas parce que vous avez toujours le problème du dernier kilomètre, parce que quand vous allez du centre de distribution jusqu'à votre porte, bon, le dernier kilomètre est difficile. Ce qui permet justement à des commerces de proximité d'être là. Alors peut-être qu'ils perdent une part de leur marge, mais au moins ils se font connaître. Mais s'ils ne se retrouvent pas associés à, par exemple, une chaîne de magasins, ils peuvent vendre en ligne. Pourquoi pas? C'est un autre débouché et les jeunes, justement, peuvent y avoir recours. Et oui, effectivement, c'est un débouché, vous y pensez, Internet? C'est un ennemi ou un ami? Nous, de fait, on utilise Internet, je l'ai dit, via les frigos. On utilise aussi Internet parce qu'on fait de la vente en demi-gros de légumes auprès d'épiceries et de restaurants. Donc c'est un outil qu'on utilise, mais on l'utilise de manière relativement artisanale, avec nos moyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit arriver plein de nouveaux acteurs, plein de nouvelles plateformes. Tous les mois, je vois une nouvelle plateforme qui arrive dans le domaine des circuits courts. Pas plus tard qu'hier, j'étais contacté par une nouvelle plateforme qui s'appelle Localphare, dont j'ai jamais entendu parler, qui me proposait d'investir dans un nouveau site web. C'était tout gratuit et qui voulait que ça pourrait être une vitrine. Enfin, j'ai pas tout compris. Et c'est vrai que c'est un petit peu effrayant de voir tous ces gens-là qui arrivent plutôt du monde de la com, du marketing, des écoles de commerce, qui ont des forces de frappe en termes de communication qui sont sans commune mesure avec ce que nous on est capable de faire à notre niveau. Donc ouais, je sais pas. C'est vrai que depuis ce matin, il y a cette idée, la bio qui vient du territoire versus la bio un peu business mondialisé. Et on sent cette tension. Internet arrive là. Et je sais pas, on est sur une espèce de ligne de crête. Je sais pas de quel côté ça va basculer. La seule chose qui me rassure dans tout ça, c'est de voir l'attachement de nos clients. Alors, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais le contact tous les mardis après-midi. D'ailleurs, normalement, je devrais être sur le marché, mais je suis ici. On est sur le marché de producteurs de Valence. Et c'est incroyable, les gens, ils font 20 minutes, 25 minutes de queue, et ils arrivent avec le sourire, ils sont super contents. Le seul truc qui me rassure un peu, c'est de voir quand même l'attachement des gens à cette idée de contact direct avec nous. Qui, pour l'instant, qui ne peut pas être remplacé par du site web. Emmanuel. Ouais, je suis d'accord. En fait, vraiment sur Paris, encore une fois, parce que c'est très dense et parce que c'est très cher, etc., on voit bien qu'il y a une pression qui fait que tout ce qui est peut-être de l'ordre de la standardisation, finalement, moi, je suis plutôt inquiète pour les supérettes. Alors, je sais que personne ne l'est, mais en vrai, justement, tout ce qui n'a pas d'âme, tout ce qui n'a pas le supplément qui est mais bonjour,
qui est vraiment de l'ordre de l'humain, au fond, est menacé par Internet. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas besoin de se rendre dans une boutique, où c'est standardisé, finalement... Enfin, ça reste 1% du commerce, hein, Internet. Ah oui, mais ça, c'est pour le coup... Même aux États-Unis, on est sur un plateau, là. Donc, c'est pas un gros marché. Amazon n'est pas vraiment sur un plateau. C'est 9%, je crois, aux États-Unis. Non, mais ça double tous les ans. Enfin, bon, j'ai envie de dire, peu importe. Mais par contre, ce qui sauvera, à mon avis, hein, je pense que personne ne peut... On est en pleine mutation, mais ce qui sauvera le commerce, c'est tout ce dont vous parlez. Je vous invite à voir et à lire les verbatims de la commission d'enquête parlementaire sur le commerce de centre-ville. C'est assez fascinant de voir ce que disent les PDG du commerce français, de périphérie et de centre-ville. Ils ont tous une trouille. Effectivement, c'est Internet et ils redécouvrent la proximité, le social, le dialogue, etc. Voilà. Manifestement, ils sentent que le boulet se rapproche. Là. Ils sentent le vent et ils ne savent plus trop quoi faire, si ce n'est réinventer l'eau tiède. Stéphane Troma, vous avez des clients, je ne sais pas si vous le faites, vous avez des clients qui commandent sur Internet, qui viennent chercher chez vous. C'est un des arguments marketing de la grande distribution ou c'est pas du tout nécessaire? Non, c'est un outil dont on se sert tous les jours dans nos relations avec les producteurs, avec nos fournisseurs, etc. En termes d'outils de communication, on a un petit portail... Internet, mais c'est pas du e-commerce du tout. Pour moi, ça irait complètement à l'encontre de la philosophie de notre projet que d'ouvrir un drive. Je ne vois pas du tout les gens adhérer à ça. Ça permet d'étendre un magasin sans avoir besoin de permis de construire. C'est tout, hein. Mais alors après, juste une petite anecdote par rapport à Internet, c'est plutôt en termes de prix que ça peut être difficile pour nous. Du coup, les sites Internet, ils arrivent à tirer au maximum les prix. Un jour, dans le magasin Bondé, un matin de marché, il y a une dame qui fait « Quoi, mais votre papier d'Arménie, il est hors de prix, je le trouve à 20 centimes moins cher sur Internet. » Et là, en fait, c'est les clients qui se sont tournés vers elle en lui disant « Allez-y, allez-y, madame, nous, on est content d'avoir un magasin, alors arrêtez de crier et allez sur Internet. » Ça a été dit dans ces termes-là, exactement? Ouais, à peu près. Pas plus... Non, pas plus sec que ça. C'était assez amusé, assez bon enfant. Voilà. Donc on n'a pas eu à répondre, c'est les clients qui ont répondu pour nous. Ça nous allait très bien. Mesdames, messieurs, elles et ils sont à vous. Oui, il y a une main, c'est levée. Voilà, une consoeur. Et ensuite, ce sera la FNAB, dans la personne de Stéphanie Pajot. Alors, je fais un petit commentaire sur la différence de nombre de AMAP entre l'Allemagne et la France. Je fais partie de plusieurs associations françaises et une seule association allemande. Donc, j'ai observé la création de cette association allemande et il y a beaucoup plus de contraintes pour la création d'associations. Donc, ce n'est pas du tout le même style. Ce n'est pas du tout l'association de la loi 1901 française. Donc, à mon avis, c'est ça qui fait un peu moins de AMAP en Allemagne. Et une petite question à Diana, c'est que j'ai appris récemment que 60% des carottes bio sont vendues au hard discount en Allemagne. Et 40% du lait bio aussi. Et des agriculteurs biologiques travaillent en même temps pour les magasins spécialisés et hard discount. Est-ce que c'est un peu quelques preuves qu'il y a moins de AMAP? Les gens sont contents d'acheter au hard discount et aux magasins spécialisés. That's true, Carol. Donc, les carottes bio et le lait sont deux exemples de produits acceptés par les low cost, les chaînes low cost. Donc, les carottes, c'était parmi les premiers produits. À plus de 20% de barres de marché bio sur ces produits comme le lait. Et c'était des pionniers. Et pour les agriculteurs, donc c'est pas pire de produire. C'était bien pour produire pour les hard discount parce que par rapport aux tarifs, parce que les exploitants laitiers vendent à leurs
organisme de collecte, et donc ils n'ont pas beaucoup d'influence sur les... Donc, ils ont les mêmes prix que pour les pour les magasins spécialisés, et donc il ne faut pas penser que les chaînes low cost veulent toujours réduire les prix, parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas assez de produits. S'ils diminuent trop, s'ils utilisent leur pouvoir contre les exploitants, et ils n'ont pas assez de produits. Donc, et ils proposent des prix qui sont relativement fairs. Et ils signent des contrats, ça dépend des produits, mais pour les carottes, en général, c'est... Donc, 3 semaines de prix fixe, c'est toujours 6 mois de prix fixe, donc, mais c'est du fair play. Une association en Allemagne par rapport à la France qui expliquerait la faiblesse des AMAP en Allemagne? Donc, je penserais pas que je ne pense pas qu'ils soient obligés d'être rentables, comme vous avez impliqué. Donc, je pense qu'ils sont aussi 1901 qu'ici, et en fait, ils essaient de couvrir leurs coûts, mais il y a différents types de magasins, d'associations de ce type, sans doute, hein. Donc, peut-être... notre législation est peut-être plus rigoureuse. De toute façon, c'est probablement différent dans chaque État fédéral, dans chaque land. Et c'est moins centralisé qu'ici. Et donc, il faut toutes les autorisations. Et ça peut présenter un problème. FNAB. Oui. Donc éleveuse bio en Loire-Atlantique, et je voulais d'abord témoigner en tant qu'éleveuse et productrice qui livre à la fois des AMAP et à Édouard Leclerc, pour dire que dans une relation commerciale en lien direct, c'est beaucoup plus simple d'avoir une discussion et une contractualisation, et que c'est pas blanc ou noir. Il faut qu'on arrive à créer un vrai dialogue avec des acteurs, y compris avec des acteurs de la grande distribution. Moi, j'avais une petite requête pour le dessinateur, parce qu'en début de colloque ce matin, on a vu Bioman. Et du coup, moi, j'aimerais bien Biowoman, si c'était possible. Ah, ça, Yacine, on y a droit maintenant, hein, de toute façon. Voilà, et donc sinon, juste pour redire que tout au long de cette journée, on a vu évidemment le travail des acteurs sur tous les territoires, des producteurs, des associations, des collectifs de producteurs, des collectivités, etc. L'enjeu, effectivement, de relocaliser l'économie va passer par beaucoup de travail de dialogue et d'animation sur les territoires. Et aujourd'hui, très concrètement, on voit effectivement en bio l'arrivée de fonds d'investissement qui sont prêts à investir lourdement sur l'agriculture biologique, à mettre des fonds énormes, mais en réalité, on n'a pas de moyens pour créer de l'animation et créer des projets de territoire, ou très peu. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour l'avenir. Ça peut passer, les crédits d'animation. On fait partie de l'agence bio. On milite aussi pour que, dans le cadre du fonds Avenir Bio, il y ait une partie qui soit sur de l'ingénierie de projet, que tout n'aille pas sur de la structuration de filières. Mais il y a aussi donc les fonds du gouvernement qui s'appellent les crédits d'animation bio. Aujourd'hui, ils stagnent, voire ils diminuent dans certaines régions, en particulier en Occitanie. Et donc pour nous, c'est un enjeu fort. Si on veut réellement relocaliser l'économie, il faut créer de l'animation territoriale, et ça se ne fait pas sans moyens publics. Voilà. Ludovic. Ouais, je voulais profiter de cette intervention pour souligner un truc que j'ai en tête depuis ce matin. C'est vrai qu'on parle beaucoup de transition et de changement, notamment au niveau production agricole. Nous, on le voit, il faut qu'on améliore, faut qu'on fasse changer nos pratiques agricoles pour améliorer la qualité de nos sols, mieux stocker du carbone. Il faut qu'on change nos systèmes de commercialisation pour être plus en local. Donc, il faut qu'on passe du temps avec
avec les épiceries, etc., etc. Et en fait, il y a un truc qui est hyper important, un des ingrédients hyper importants dans toute cette transition. Il faut aussi que les producteurs, ils aient du temps disponible pour faire ça. Il faut avoir la tête, il faut avoir le nez un petit peu en dehors de l'eau pour réussir à faire tout ça. Et je pense que moi, aujourd'hui, quand on parle d'agriculture durable, l'une des composantes que j'y mets dedans, c'est l'expérimentation. Pour moi, l'agriculture durable, c'est pas juste appliquer des techniques qui sont censées être durables. Elles sont peut-être durables là-bas, mais elles ne sont peut-être pas chez moi. Et il faut qu'au niveau des fermes et au niveau des territoires, on ait du temps pour expérimenter de nouvelles choses. Et c'est hyper important, parce que je sais que moi, dans le domaine du maraîchage bio en circuit court, on est tous à bosser 60-70 heures par semaine pour gagner le SMIC ou à peine plus, c'est mon cas. Et donc, s'investir encore dans d'autres projets, des transformations de pratiques, des projets collectifs, etc., c'est super compliqué et c'est un ingrédient hyper important, en fait. Sinon, ça bouge pas, quoi. Vous vous plaignez pas, vous n'êtes pas en prison comme Carlos Ghosn. Hein, alors, faites pas le malin. Madame. Oui, bonjour. Donc, Véronique Klein, je suis chambre d'agriculture dans le Grand Est. Je m'occupe du bio aussi. Et puis, donc, juste pour dire aussi que je voulais témoigner dans le même sens que Stéphanie Pajot en disant qu'effectivement, étant d'un territoire très rural, nous, on travaille en coopérative et je livre aussi des pommes de terre à Lidl. Donc, et contrairement à ce qu'on croit, Lidl est celui qui paye le mieux mes pommes de terre bio par rapport à Carrefour ou Auchan, parce qu'il prend moins de marge. Et ils ont, par rapport au bien-être des salariés, une demande enfin ça s'appelle Global Gap, et donc c'est un cahier de charge qui est assez précis. Et c'est vrai que il y a quand même des supermarchés ou des chaînes qui sont assez respectueuses des salariés et du bien-être en général. Comme par hasard, elles sont allemandes. Elles sont allemandes, effectivement, comme par hasard. Je ne suis pas très pro-Leclerc, mais après, je pense que, comme Stéphanie aussi, qu'il y a des bonnes choses de part et d'autre. Je travaille même avec Lactalis, et qui, pour le lait bio, c'est lui qui, en France, le paye le mieux en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il y a de tout, et donc, il faut que, je pense que la transformation qui est en train de se faire, elle est très importante. Nos industriels, les supermarchés, ils sont conscients que le modèle qu'ils avaient jusqu'à présent ne peut plus marcher, qu'il est en train de changer aussi. Mais je crois que nous autres agriculteurs, on a besoin de circuits courts, mais aussi de circuits longs. Et pour mettre en relation ville et rural, je pense qu'il faut les deux. Et c'est vrai que ce que Stéphanie disait, c'est qu'effectivement, pour mettre ça en relation, il nous faudra des moyens pour avancer un peu plus de ce côté-là. Et par contre, ce que monsieur disait, qui était très important, quand on aura besoin d'encore plus de conversion en bio, parce qu'on manque de bio, on fait énormément d'importations encore en France, donc il faut y aller. Mais ces conversions doivent être accompagnées, je dirais, de beaucoup plus de formation. Et ça manque un petit peu au niveau agronomie, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Merci. Je vais juste vous demander, en attendant d'applaudir Diana Chac, qui doit partir pour prendre son train. Merci d'avoir été là. Thank you again, and hope to see you. Merci encore. J'espère vous revoir une prochaine fois. Quelqu'un veut réagir à ce qui vient d'être dit, ou je prends une autre question, une autre remarque? Mesdames, Messieurs, vous êtes totalement épuisés. Ah, c'est ça, hein. Je vous ai vu réagir, mais attention, je vais vous passer le micro, madame. Qu'est-ce qui vous a épuisé? Il fait chaud. Oui, et un bras assez levé au fond sera peut-être le dernier. Monsieur... Oui, rebonjour. Oui, moi, ça m'embête qu'on fasse l'éloge des... On n'a pas fait l'éloge. Il vient d'être fait l'éloge d'une chaîne, je ne sais pas comment vous appelez ça, là. Lidl. Oui, non, mais le terme déjà, bon. Art discount, bon. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est contradictoire avec l'écologie, leur système de suremballage, quoi. Puisque pour distinguer le bio du non-bio, ils suremballent. Alors ça, je trouve ça stupéfiant.
Ils ont une barquette en papier, en carton et un film plastique par-dessus pour le distinguer du non bio. Alors ça, c'est... Bon, on va poser la question, madame, vos pommes de terre chez Lidl, madame Martine, vos pommes de terre chez Lidl sont emballées, suremballées, comme le pense monsieur? Elles sont en vrac? D'accord. Oui, ça dépend peut-être des Lidl, effectivement, vous avez raison. Y a-t-il une petite dernière? Oui, monsieur. On va finir à l'heure, c'est dingue. Même avant l'heure. Alors moi, je suis Luc Descottes, je suis acheteur en grande distribution pour Auchan de fruits et légumes bio. Voilà, donc il y en a aussi. Je pense qu'il n'y a pas à se battre l'un contre les autres. On travaille tous ensemble dans le même sens de développer le bio. On construit des choses ensemble. Alors quand on dit qu'on achète moins cher que Lidl, je ne sais pas, je ne pense pas que j'achète chez vous, mais ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a des constructions qui sont faites par la grande distribution, alors notamment par Auchan, parce que je sais, ça fait 10 ans que je suis dedans, où on construit des choses avec des producteurs français, mais aussi avec des producteurs étrangers, parce que quand le produit français n'est pas là, on compense par de l'étranger, ça c'est sûr. Mais on a la même politique avec nos étrangers que nos Français. On les suit. J'ai 80 producteurs français, j'ai 40 producteurs espagnols, je les connais tous, j'y suis allé à chaque fois pour les choisir. Après, sur la question de l'emballage, oui, dans nos hyper, on a du conventionnel et du bio. On est obligé, au départ, d'emballer le bio, ou alors on peut se dire on emballe le conventionnel, mais je pense qu'écologiquement, ce serait peut-être un petit peu moins bon. Aujourd'hui, chez Auchan, on développe du bio vrac pour le faire. Maintenant, c'est très compliqué de faire cohabiter les deux. On a entre 15 et 20% de vol de ce fait-là. Les gens qui prennent une banane vrac bio et qui la pèsent en conventionnel, on prend le parti pris de le faire parce qu'on a envie de baisser nos emballages. On a enlevé nos emballages sur l'avocat qui était dans un sachet. Aujourd'hui, on met qu'une étiquette autour. Sur beaucoup de produits, on essaie de faire ça. On gagne 1 à 2 tonnes de plastique par an. C'est quand même des choses sur lesquelles on travaille. Et je pense que tout le monde a sa place sur ce marché. Et il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour faire évoluer la bio et pas de faire des petites guéguerres qui ne servent pas à grand-chose et qui ne servent pas beaucoup la bio, je pense. Et sur la formation des prix, vous achetez plus cher, le rapport de force est un peu différent entre vous et les producteurs bio qu'avec les conventionnels? Alors oui, non, le rapport n'est pas plus fort du fait que le produit est pénurique. Donc on ne va pas acheter sur un marché. Si on veut une pomme conventionnelle, on a 60 producteurs qui ont des pommes et on peut les mettre en concurrence. Sur de la bio, le produit est pénurique. Aujourd'hui, on est obligé de contractualiser ou d'engager des programmes avec des producteurs, avec des prix. C'est-à-dire, ça se passe comment? C'est des contrats sur combien d'années avec versement d'une surprime? Aujourd'hui, non. On reste sur du gré à gré, comme sur du fruits et légumes, on n'a pas de contrat écrit. Par contre, moi, ça fait 10 ans que je construis le bio à Auchan. J'ai commencé avec 4 grossistes. Aujourd'hui, j'ai 80 producteurs français. Ces producteurs, ils me suivent depuis 5, 6, 7, 8, 9 ans. Et aujourd'hui, on fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant, quoi, et sur lesquelles on construit. Par exemple? Aujourd'hui, il y a des projets de produits. J'ai des producteurs qui mettent en place, parce qu'on s'est engagé, qui vont mettre en place des grenades bio, des produits comme ça qui n'ont jamais été faits avant. Le produit jujube, avec un producteur qui a pris un pari sur de la jujube. Quand j'ai vu les plans grands comme ça, j'ai dit « Ok, on y va, on va prendre le pari ». On a vendu 10 tonnes de jujube cette année sur ce produit que personne ne connaît. Mais moi, le premier, je ne sais pas ce qu'est la jujube. C'est un petit fruit qui ressemble, qui est un peu indescriptible. C'est une petite pomme, on peut dire, mais un super fruit, plein de vitamines. Mais sur le concept du producteur qui a travaillé sur le produit pour avoir un produit bien fini, un packaging, un emballage, on a mis les moyens derrière. Et derrière, ça permet d'avoir plein d'autres projets derrière. Et comment vous situez entre Leclerc, entre Carrefour qui se lance sur le bio, voire chez Carrefour sur du bio local, avec des exigences qui vont au-delà du cahier des charges? Comment vous vous situez par rapport à Casino Franprix qui veut retourner en centre-ville, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la sociabilité des magasins? C'est quoi l'idée d'Auchan sur le bio? Aujourd'hui, sur le bio, c'est vraiment du partenariat avec nos producteurs. On travaille sur des partenariats. Sur le développé, oui, on s'engage avec des filières. On a mis en place des filières responsables, notamment sur la carotte, sur la pomme, sur la poire. Il y a d'autres choses qui vont se mettre aussi en place. Maintenant, quand on met une filière, c'est vraiment parce qu'il y a un partenariat et un historique derrière. Ce n'est pas uniquement sur un cahier des charges, c'est aussi sur une relation. On a des relations avec des producteurs. Mon producteur de carottes, je lui vends 90% de ses innovations aujourd'hui. Parce qu'on est partant et je me suis engagé à dire quand on essaie quelque chose, on y va et je prends le pari. Bon, je m'amuse, je me plante des fois, il se plante aussi, mais bon.
Et sur la viande, pour finir? Alors ça, je connais que le fruits et légumes, malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir vous aider sur la viande. Merci d'avoir été là, d'avoir pris la parole.